Le moment est venu, effectivement, d'accueillir ce débat, événement, débat d'idées, débat qui est au cœur des enjeux. Emmanuel Macron annonce hier la relance de la production de réacteurs nucléaires, par exemple. Pascal Perry publie le péril vert. Le péril vert, ces écologistes qui sont anti-tout selon lui, anti-progrès, anti-science parfois, anti-entreprise, anti-sapin. Et nous avons proposé à Sandrine Rousseau, qui était finaliste, pardonnez-moi l'expression, de la primaire des Verts pour la candidature à l'élection présidentielle, de débattre avec vous. Merci d'avoir accepté, Sandrine Rousseau. C'est donc une confrontation d'idées au sens le plus noble du terme, le péril vert aux éditions de l'Archipel. Vous avez lu, j'imagine, ce livre, vous avez eu le temps de le lire, Sandrine Rousseau. Si vous ne l'avez pas lu, parce qu'il sort aujourd'hui, hier... La semaine prochaine. La semaine prochaine, voilà, il sort la semaine prochaine. Vous n'avez pas pu lire ce livre, nous l'avons lu. On fait, comme chaque fois, au préalable, la fiche de lecture en quelque sorte. Voici les indispensables avec Baptiste Morin. Bonsoir Baptiste. Bonsoir David, bonsoir à tous. Quel est le propos de Pascal Perry dans ce livre? Eh bien, ça commence par une plongée dans le Paris de 2045, une capitale qui compte moins d'1 million d'habitants contre 2 millions aujourd'hui, car les espaces naturels ont remplacé les logements. Donc un Paris à moitié vide, un Paris où on ne circule plus en voiture, même en voiture électrique, on circule soit à vélo, soit à pied. C'est un Paris aussi où la viande n'a plus forcément sa place dans les cantines scolaires, dans les cuisines non plus. Le carrousel du Louvre est devenu une ZAD, c'est ce que vous imaginez, Pascal Perry. Et puis la rue de Rivoli a été rebaptisée Promenade Florale Yves Cochet. Voilà pour le trait d'humour. C'est un Paris aussi où les noms de Voltaire, de Jean-Jacques Rousseau ou de Victor Hugo ont disparu. Pourquoi ? Eh bien, par exemple, pour Victor Hugo, parce qu'il paie le prix d'une formule, la sienne, rendre la vieille Afrique maniable à la civilisation. Tel est le problème. L'Europe le résoudra. Fin de citation. Parce que le péril vert, ce que vous expliquez, c'est aussi la relecture de l'histoire. Voilà, c'est un Paris où les écologistes de la frange la plus intransigeante ont évidemment pris le pouvoir. Effort d'imagination, Pascal. Que reproche Pascal Perry aux écologistes, soyons concrets? Eh bien, vous leur reprochez leur peur et leurs arrière-pensées, souvent d'extrême gauche. Vous dites d'abord que les Verts sont contre le marché, contre les entreprises, contre le capitalisme. Or, pour vous, c'est là l'origine même du progrès. Vous écrivez dans ce livre notamment « Les écologistes méconnaissent une loi d'airain de l'économie ». On va voir la citation « L'accumulation de capital est une des conditions de la recherche et de l'innovation ». Et vous posez la question, comment les vaccins Pfizer-BioNTech ou le vaccin Moderna ont pu voir le jour en si peu de temps, si ce n'est grâce au capital. Les Verts sont aussi, vous l'écrivez, contre la technologie. Vous prenez l'exemple de l'avion, du transport aérien, un moyen de transport ciblé par les Verts. Or, vous expliquez qu'au cours des 20 dernières années, si le nombre de passagers dans le monde a augmenté de 75%, les émissions de gaz à effet de serre du transport aérien n'ont-elles augmenté que de 15%. Vous parlez du biocarburant, de l'hydrogène, de l'électrique. L'avion propre, vous le dites, n'est pas un rêve. Il pourrait voir le jour en 2035. Vous dites aussi que les Verts sont contre la science. Vous prenez l'exemple, cette fois-ci, du nucléaire, de nos centrales, énergie peu dangereuse, énergie décarbonée. Et pourtant, vous le dites, les Verts sont anti-nucléaires. Et vous écrivez... Alors là aussi, c'est assez drôle à lire. C'est le don de la formule de Pascal. Exactement. Être pro-nucléaire chez Europe Écologie Les Verts reviendrait à être agnostique à la conférence des évêques de France. En revanche, vous le soulignez, les écologistes soutiennent l'éolien. Or, vous expliquez que c'est un scandale écologique et financier, notamment parce que les éoliennes consomment trop de terres rares et de métal. Mais d'un mot, est-ce que ça signifie que pour Pascal Perry, l'écologie n'est pas un combat d'avenir, Baptiste? Si, c'est un combat d'avenir pour Pascal Perry aussi. C'est une des phrases d'ailleurs en conclusion. Le monde a besoin d'écologie, mais a-t-il besoin des écologistes? D'une part, certaines décisions comme les biens communs sont justifiées selon vous. Vous prenez l'exemple de la forêt amazonienne. Vous êtes pour un statut au-dessus des États, au-dessus des lois nationales. Et d'autre part, pour vous, le meilleur garant d'une économie vertueuse, c'est le génie humain, c'est l'innovation. Vous racontez par exemple l'histoire de cette entreprise française, on est à côté de Clermont-Ferrand, Carbios, entreprise qui a découvert avec Nestlé un processus de destruction et de recyclage du plastique sans utiliser d'hydrocarbures, mais en utilisant un enzyme naturel. Vous citez cet exemple pour illustrer toutes ces innovations technologiques dont on entend peu parler, mais qui sont significatives. Et vous concluez par cette phrase-là notamment, l'économie est compatible avec l'écologie, la vraie, celle qui produit réellement des innovations de nature à répondre aux défis climatiques, aux défis des ressources naturelles et de la biodiversité. Et vous concluez, sans économie, il n'y aura pas d'écologie. Merci Baptiste. Sandrine Rousseau, vous incarnez, disons, une partie des Verts
qui est relativement intransigeante sur tous ces sujets. Est-ce que vous vous reconnaissez dans la description qu'en fait Pascal Perry? En tous les cas, je pense qu'il faut une transformation d'ampleur, oui. Et c'est précisément ce que ne propose pas Pascal Perry. Et c'est fascinant d'ailleurs parce que tout le livre, en fait, est une espèce de critique qui présente des faits très partiaux et très partiels, qui délégitime la parole des écologistes comme si la moindre chose que l'on dise soit fausse, soit empreinte de peur et de fantasmes. Et puis, à la fin, la question que je me suis posée à l'issue de ce livre, c'est mais en fait, ça sert quel intérêt? Et cette technique que l'on connaît extrêmement bien de mettre des experts en avant qui défendent des choses qui ne sont que partielles et qui délégitiment les personnes qui se battent contre eux, bah c'est quand même des techniques qui ont été utilisées par l'industrie du tabac en son temps, par les défenseurs des pesticides, par les mêmes Servier dans le cadre de comment ça s'appelle Du Mediator. Du Mediator, etc. Et donc en fait je me dis mais là le seul but de ce livre c'est de ne rien changer. Et moi, je vous dis juste, il va falloir changer. Il va falloir changer sérieusement. Donc, mais autant d'abord, merci d'avoir accepté cet échange, Madame Rousseau. Moi, j'ai comme vous le souci de la préservation de l'environnement. Je me sens dépositaire des biens de ce monde et notamment des biens communs qui sont au-dessus des biens matériels au sens commercial du terme, et je veux les défendre aussi pour mes enfants. Mais je crois que c'est votre façon de faire l'écologie qui n'est pas la bonne. Autant je partage l'ambition qui est de préserver l'environnement, de bien vivre dans la nature, autant je pense que la méthode que vous proposez aujourd'hui n'est pas la bonne. Prenons des exemples. Je vais prendre des exemples. D'abord, vous êtes anti-entreprise, vous êtes anti-marché, vous êtes anti-capitaliste. Moi, j'ai connu au XXe siècle une gauche qui était humaniste. Une gauche qui voulait partager la croissance, le progrès. Alors, la croissance, on peut lui faire tous les reproches du monde, elle a été prédatrice, c'est évident. Et je partage ce constat avec vous. Mais nous avons aujourd'hui les moyens, avec la science et la technologie, et vous êtes aussi anti-science et anti-technologie, nous avons les moyens aujourd'hui de décarboner la production, de l'améliorer. Il y a déjà de très nombreux exemples. D'ailleurs, vous parlez beaucoup d'écologie, moi je connais beaucoup d'entreprises qui pratiquent l'écologie. Est-ce que vous n'êtes pas frappé par le fait que, en quelques mois, on ait développé en Europe des voitures électriques ? Est-ce que vous n'êtes pas frappé par le fait qu'à partir de 2030-2035, on sera capable de faire Amsterdam-Londres en avion électrique sans émission de CO2 ? Est-ce que vous n'êtes pas frappé par les progrès extraordinaires réalisés par l'entreprise dont Baptiste parlait tout à l'heure, qui est une entreprise auvergnate, qui, en ayant découvert un enzyme, est capable de détruire naturellement les plastiques? Alors, donc, bons exemples, peut-être là-dessus, réponse de nombreux exemples de marché qui sont des exemples qui démontrent à l'évidence que s'il n'y a pas de capital, s'il n'y a pas d'entreprise, s'il n'y a pas de marché, s'il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de progrès. Réponse de Sandrine Rousseau. Mais là, on est dans les amalgames que je dénonçais, c'est-à-dire que, on dit, on est anti-entreprise, pas du tout. On défend toutes les entreprises qui produisent local, qui n'émettent pas de carbone, qui ont des activités qui respectent les humains, dans lesquelles, qui travaillent à l'intérieur de ces entreprises. Puis il y a une autre chose que vous. Mais pardon, sur les exemples que donne Pascal, sur la voiture électrique, c'est progrès. Et par exemple, la voiture électrique, il y a quelque chose qui est fascinant dans le livre, mais tout est comme ça, donc c'est un peu difficile de faire la part des choses. C'est que par exemple, vous dites les éoliennes sont dangereuses parce qu'elles vont utiliser des métaux rares qui ne sont pas chez nous. Les véhicules électriques nécessitent des métaux rares qui ne sont pas chez nous. Mais par contre, les véhicules électriques, c'est bien, mais les éoliennes, c'est pas bien. Enfin, vous voyez, bien. Il y a quand même quelque chose d'un peu, à chaque fois, de complètement incohérent. Et par ailleurs, sur il y a quelque chose sur les voitures. Il y a un discours qui est très souvent renvoyé aux écologistes, qui est de dire vous êtes anti-science. Alors moi, je voudrais quand même avoir une minute là-dessus parce que. Et pardon, simplement, Sandrine Rousseau, la voiture électrique, c'est un progrès ou pas ? La voiture électrique, ça ne peut pas remplacer toutes les voitures thermiques telles qu'elles sont actuellement. C'est-à-dire qu'il va nous falloir diminuer la quantité de voitures qui sont en circulation. Enfin, Mais vous approuvez... Mais pourquoi ? La voiture électrique, ça fait partie des solutions, mais ça ne peut pas être la solution. Et en fait, il y a une espèce de pensée magique. L'avion électrique, l'enjeu aujourd'hui, c'est de diminuer les émissions de carbone du transport aérien. Parce que là, par exemple, j'ai vérifié les chiffres que vous avez présentés et qui ont été redits là. Mais ce sont des chiffres qui ont été présentés par l'industrie
l'industrie aérospatiale Mais- elle-même. mais- Si on mais regarde les est-ce chiffres qu'elle de est la pas la- Commission européenne, qui sont quand même Elle est sans doute dont la on mieux peut, placée. dont on peut Pardon. dire que c'est ni des écolos ni des gens qui sont affiliés à un lobby quelconque, eh bien cette Commission européenne dit que les émissions de carbone liées à l'aviation ont augmenté de 128%. Enfin, Non, mais je veux dire, ça on n'a est rien à voir, en fait. 4%, Madame Rousseau, c'est 4% des émissions Mais de non, carbone. 128%. Mais non, mais c'est depuis faux. 1997, et c'est les chiffres de la Commission européenne, si vous voulez, je vous donne les chiffres. C'est vous qui jouez avec les chiffres, Mais pardon. non, pas du tout. Mais C'est- Madame Rousseau, les émissions de gaz à effet de serre du transport aérien dans le monde, c'est au plus bas 4%, au plus haut, selon les meilleurs experts, 6%. Depuis Vous connaissez comme moi, 1997, les fondamentaux de 128%. l'économie. Non, mais Quand on veut s'attaquer à un problème, on s'attaque à la cause centrale. Le transport aérien, il représente pour vous les mobilités, le tourisme, autant de choses que vous détestez d'une certaine façon. La démocratisation du tourisme, le déplacement des individus, c'est aussi des rencontres. Le tourisme, c'est aussi de l'incarnation du partage de la culture. Mais- Donc, il y a dans la façon dont vous appréhendez les choses, une méthode qui est une méthode un peu punitive. Moi, je défends une idée simple qui est celle du génie humain, des sciences et des techniques. Et j'observe dans l'histoire économique que vous connaissez, vous êtes universitaire. Il y a eu Malthus. Malthus nous disait en substance, il faut arrêter la croissance de la population parce qu'on n'arrivera jamais à Malthus, cultiver qui était un autant. libéral. Malthus, qui était un libéral. Mais c'était un libéral, mais c'est un libéral qui s'est trompé. Ah, c'était- Et on a démontré ensuite, grâce à l'assolement, grâce à la mécanisation, que la population pouvait croître et qu'on pouvait la nourrir. Moi, je défends cette idée que demain, on pourra vivre dans une croissance. Il y a une partie du constat que je partage avec vous, mais on pourra vivre demain dans un monde plus propre, décarboné, un monde plus vertueux, grâce à la technique, et certainement pas grâce à la décroissance, parce que le chemin de la décroissance, qui est au fond celui que vous voulez emprunter, menace le modèle social français. Expliquez-moi comment on va payer les retraites aux générations futures, comment on va payer les 200 milliards d'euros de dépenses annuelles de la sécurité sociale dans une société en décroissance. Alors, On y arrivera pas. réponse de Sandrine Non, mais ça, Rousseau. c'est très simple. Mais alors, du coup, comme vous balayez un champ à chaque fois très large, permettez quand même que je réponde sur plusieurs éléments. La première chose, c'est que vous dites, vous détestez les choses, mais en fait, vous faites un présupposé. Moi, je déteste pas du tout les vacances, je déteste pas du tout le tourisme, et je pense qu'il n'y a aucun écologiste qui déteste les vacances. La preuve en est, c'est qu'on veut diminuer le temps de travail. Donc, non, mais laissez-moi parler. Non, je vous ai laissé pour parler. aller passer un week-end à Londres, pardon, Madame Rousseau, mais Non, ne niez je- pas l'évidence. C'est l'évidence. Monsieur Ah, Lipietz, non, attendez, elle vous répond. Oui. Elle vous répond. Monsieur Sandrine Lipietz, Rousseau, à il est vous. écologiste. Monsieur Lipietz Non, dénonçait les laissez la compagnies réponse. aériennes. Sandrine Rousseau, c'est à vous. Merci. Donc, les écologistes, par exemple, sont pour la diminution du temps de travail et pour le fait qu'on retrouve la voie du progrès humain, qui a été un progrès de diminution du temps de travail, des congés payés, etc. Après, vous dites, les écologistes sont anti-science. Et ça, c'est un argument que moi, j'entends énormément, qui est de dire, mais on n'écouterait pas la recherche, on mépriserait la recherche. Déjà, notons quand même que moi-même, je suis chercheuse, par exemple, et que donc, pour quelqu'un qui exerce ce métier-là, ce serait quand même compliqué de se dire qu'on n'aime pas la recherche. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a un mot que vous ne citez pas dans ce livre et qui me semble être très révélateur en fait du problème face auquel on est, c'est que le GIEC n'est pas cité. Le GIEC, c'est 2500 chercheurs et chercheuses. 2500 chercheurs et chercheuses. Et ça n'est pas cité. C'est-à-dire qu'en fait, ces travaux-là qui ont lieu depuis, ça fait le sixième rapport qui est émis. Depuis les années 80, je crois qu'ils ont commencé en 78 de mémoire, mais je suis pas complètement sûre de la date du premier rapport. Ils n'arrêtent pas de décrire la situation et cette situation de rapport en rapport s'avère très juste. C'est-à-dire qu'en fait, ce sur quoi ils nous ont alertés dès le premier rapport s'avère exister aujourd'hui, et de rapport en rapport, la situation s'empire. Là-dessus, Et je crois que c'est pas ces contesté. chercheurs-là, n'existent pas. Je le C'est-à-dire qu'en fait, cite c'est comme abondamment. si ces recherches-là Ah non. ne pesaient pas dans le débat. Et pour moi, dire qu'on est anti-science, dire qu'on est anti-recherche, c'est nous mettre dans un débat qui annihilerait ce sur quoi nous appuyons nos raisonnements, ce sur quoi nous appuyons nos politiques publiques, qui sont ces fameux rapports du GIEC, absolument indispensables à éclairer les décideurs aujourd'hui. Sandrine Rousseau, pour que les choses soient claires, puis qu'on progresse dans le débat, pour vous, la concurrence, par exemple, entre entreprises, ne sert jamais
la cause du progrès? Mais bien sûr que si, mais à une condition, c'est que ça soit encadré par l'État. C'est-à-dire qu'en fait, il y ait un État qui intervienne sur les marchés. Et c'est ça qui, à mon avis, est le cœur du débat. C'est que d'un côté, on a un libéralisme forcené qui vante une internationalisation des échanges, qui En vante France une délocalisation des échanges. Mais quand on voit, par exemple, quand on lit dans le livre, on voit bien que les différences de main-d'œuvre sont, les différences de coût du travail, par exemple, sont une opportunité pour les entreprises. Bon, ça, moi, par exemple, je pense qu'au contraire, sujet, hein. l'État doit absolument encadrer les activités économiques et encadrer au nom du bien commun. Et qu'on ne peut pas laisser des Total, par exemple, faire toute une propagande pour dire que le pétrole, finalement, n'est pas si dangereux, alors que tous les scientifiques, pour le coup, disent que le pétrole est dangereux. On ne peut pas laisser les grandes entreprises automobiles truquer les résultats des émissions de particules Ils ont été fines. sévèrement sanctionnés. Oui, mais on l'a fait trop tard. C'est-à-dire que c'est ça le projet écologiste, c'est de faire en sorte qu'il y ait des agences de vérification, qu'il y ait... Ah bah là, elles ont fonctionné pour le coup. Elles ont fonctionné après de nombreuses années. Et c'est ça qu'il nous faut mettre en place. Faire en sorte que les entreprises ne puissent pas, au nom de leur profit, mettre notre santé ou notre avenir en danger. Et profondément, c'est le projet écologiste. Alors, Pascal. vous voulez confier un peu plus à l'État. L'État a déjà du mal à faire avec ce qu'il devrait faire correctement. Moi, je pense que l'État régulateur est utile. Je pense que l'État gestionnaire, en revanche, est malhabile. La démonstration en est faite à peu près chaque jour. Je ne conteste pas le rapport du GIEC, je le cite une bonne demi-douzaine de fois. Une fois encore, ne nous trompons pas de débat. Je ne remets pas du tout en cause le changement climatique. Je dis que les réponses que vous apportez, c'est mon avis, hein, je ne fais que défendre mon avis, ne sont pas les bonnes. Je pense qu'il faut faire confiance au marché. Et vous savez, les entreprises sont des êtres agiles d'une certaine façon. C'est-à-dire que d'abord, il y a la demande sociale, il y a l'exigence aujourd'hui des consommateurs d'une production plus décarbonée, plus loyale, y compris à l'égard des individus. Pardon Pascal, ce que dit Sandrine Rousseau, c'est l'État doit intervenir pour encadrer, mais voire il régule contraindre. déjà. Mais attendez, on est un pays, à Rousseau, où il y a 400 000 normes. Demandez aux agriculteurs s'ils ne sont pas encadrés. Demandez au secteur de l'industrie, de la métallurgie s'ils ne sont pas encadrés. Alors, ils sont mal encadrés. C'est bien la démonstration qu'il ne faut pas confier ça à l'État. Parce que, pardon, 400 000 normes, 2500 lois, 80 codes en France, si avec ça, on n'arrive pas à encadrer, c'est qu'on a un vrai problème de compétences. Donc, moi, je pense que les industriels sont des gens intelligents. C'est-à-dire que, regardez dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Aujourd'hui, on décarbone, on a des bétons décarbonés, on a des principes de construction, des procédés de construction qui ont permis d'alléger l'empreinte carbone et d'être plus efficaces d'ailleurs sur le plan de l'isolation énergétique. J'ai cité la voiture, j'ai cité le secteur du transport aérien, le secteur des plastiques, la question de l'agroalimentaire. Les entreprises n'ont pas attendu la réglementation de l'État pour changer, parce qu'il y a une demande qui vient de la société. Et cette demande, vous y êtes d'ailleurs pour quelque chose, vous êtes utile en ce sens que vous avertissez l'opinion, vous produisez parfois des rapports qui sont utiles. Moi, je ne conteste pas les vôtres. Je pense que c'est la méthode que vous employez qui n'est pas... Alors, réponse de Sandrine Rousseau. Parce qu'elle conduit, au fond, et c'est ce que vous voulez cacher, elle conduit à la décroissance. Et la décroissance... Non mais... Vous avez autour de vous. Non, mais on a l'impression que le non, mais est arrivé sur cette table. Vous allez répondre sur le fond. Non, mais sur le fond. vous donnerez votre avis. Moi, je vous donne le mien. Je crois que la décroissance, c'est au contraire la fin du progrès. C'est un effondrement du monde. C'est un effondrement du modèle social français que nous avons besoin de Alors, financer. réponse de Sandrine Rousseau, est-ce qu'au fond du fond, le non-dit, c'est pas que vous êtes pour la décroissance? Alors, je vais venir là-dessus, mais déjà pour dire, sur l'agriculture, il y a peut-être 400 000 normes, mais à la fin, on augmente toujours la quantité de pesticides qui est utilisée, on a toujours les algues vertes, on a toujours les pollutions de l'eau et des terres, et on a toujours une perte de biodiversité dans les zones agricoles. Donc, je veux dire, à la fin, on peut faire des normes, mais aujourd'hui, l'État n'encadre pas suffisamment l'usage des pesticides. Les plantes en ont besoin aussi, Madame Rousseau. Non, bien sûr. en l'occurrence, y compris dans le bio. Qui mettent en danger. Par exemple. Je rappelle quand même qu'on ne peut pas négocier avec des vers de terre. Enfin, c'est une phrase que j'ai déjà dite plusieurs fois dans cette campagne, mais qui me semble quand même frapper du coin du bon sens. Vous négocierez pas avec les ravageurs non plus. Qui me semble frapper du coin du bon sens. C'est-à-dire qu'on ne négocie pas avec un ver de terre. Et si les vers de terre pas diminuent... Plus qu'avec les ravageurs, Madame Rousseau. Si les vers de terre... qu'avec les nuisibles.
Si les vers de terre Pas plus. disparaissent, alors il n'y a plus d'agriculture possible. Donc, je veux dire, il n'y a même pas de discussion, en fait, sur leur Sans la préservation. protection. La décroissance. Sur La décroissance. Moi, je me suis expliquée de nombreuses fois là-dessus. Moi, je pense que la question, c'est la décroissance de notre volume de consommation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer à consommer, à être dans une consommation intensive telle qu'on l'est actuellement. On ne peut pas être dans une société du jetable telle qu'on l'est actuellement. Et tout ce que l'on utilise aujourd'hui, l'essentiel de notre panier de consommation, ce sont des éléments que l'on jette très rapidement, qui sont usés, qui sont utilisés quelques minutes parfois et qui sont jetés à la poubelle. Et que cette surconsommation entraîne une surproduction et entraîne une pollution majeure sur la planète dans son ensemble. Et donc c'est cela en fait la décroissance. C'est la décroissance des objets que l'on consomme. Ça ne veut pas dire que l'on vivra plus mal. Ça ne veut pas dire qu'on aura des maisons en chaumière et en paille. Et d'ailleurs, la paille est très isolante. Mais ça veut dire qu'au contraire, on gagne en confort chez soi. Ça veut dire qu'on n'use pas sa vie à la passer à travailler. Et ça veut dire que les biens que l'on consomme ont du sens et que ça ne sont pas des gadgets de mode dont on subit aujourd'hui la pression. Alors, 2 phrases sur le rapport à la science. Je suis d'accord avec Sandrine ça. Rousseau. Vous savez, la surconsommation n'est pas une bonne idée. Je ne défends pas du tout la surconsommation. Je suis même, je crois, connu sur cette antenne comme un défenseur du Made in France, partisan de la relocalisation de la production, d'une consommation plus modérée. Mais pour ça, Madame Rousseau, on a besoin de capital, on a besoin d'entreprises. Bien. Sandrine Rousseau, alors, ce que vous citez, ce que Pascal cite dans le livre, c'est une phrase de Michel Rivasi, une élue écologiste de longue date. Aujourd'hui, les vaccins créent plus de problèmes qu'ils n'en résolvent. Il est temps de changer de paradigme sur la prévention. Elle ne parlait pas, c'est quand même important de le préciser, du vaccin Covid. Oui. C'est une phrase qu'elle avait prononcée il y a plusieurs années, qu'elle a fait disparaître de son site personnel en 2018. Et puis il y a une phrase, alors sur laquelle on vous a déjà interrogé, mais un peu peut-être sur votre rapport à la science, c'est lorsque vous avez dit, on va la découvrir. Les sorcières. Voilà, les sorcières, les fameuses sorcières. La voici cette phrase. Le monde crève de trop de rationalité de décisions prises par des ingénieurs. Je préfère des femmes qui jettent des sorts plutôt que des hommes qui construisent des EPR. Est-ce que ça n'est pas un acte de défiance vis-à-vis donc de la rationalité, vous le dites la question à quoi renvoie cette phrase, c'est quelle rationalité ? Aujourd'hui, quelle est notre rationalité à mesurer l'ampleur du changement que l'on doit faire ? Quelle est notre rationalité à comprendre le réchauffement climatique ? On l'a vu avec la COP26, quelle est notre rationalité collective à être capable de changer ? Aujourd'hui, manifestement, nous sommes irrationnels parce que nous ne sommes pas en mesure d'accomplir les changements qui sont indispensables. Et c'est cette rationalité-là que moi j'appelle de mes voeux. C'est la rationalité de regarder avec honnêteté et sérénité le rapport du GIEC et de faire en sorte que l'on protège nos enfants. Quand vous nous dites, et c'est d'ailleurs sur la couverture du livre, on est anti-chasse, on est anti-machin, on est anti-truc. Mais moi j'ai envie de dire, moi je suis... j'ai l'impression que vous êtes quand même un peu anti-génération future, un peu anti-progrès humain, etc. Moi, si on se renvoie des anathèmes comme ça, en fait, c'est pas comme ça qu'on progresse. Non mais pardon, cette phrase-là, on l'entend comme les ingénieurs qui construisent des EPR. Aujourd'hui, je préfère les femmes qui jettent des sorts. Je rappelle quand même qu'aujourd'hui, les EPR ne fonctionnent pas. L'EPR de Flamanville ne fonctionne pas. Il devait coûter 3 milliards, il a coûté 19 milliards. Qu'on a des années de retard dans son fonctionnement et qu'aujourd'hui, on n'est pas complètement sûr qu'il puisse fonctionner. Donc je veux dire, oui, aujourd'hui, l'EPR de Flamanville, manifestement, on a manqué de rationalité. Il y a des EPR qui fonctionnent en Chine en ce moment. Et non, il y en a deux, il y en a un qui est arrêté et l'autre... Non, il y en a un qui est arrêté. Oui, mais on a des EPR qui fonctionnent en Chine, pardon de le dire aussi simplement. Non, on n'a pas des EPR, non. Mais on a un EPR qui fonctionne en Chine. Et vous savez comme moi, madame, vous savez comme moi qu'un prototype, ça coûte toujours cher. Ça coûte toujours très cher. Le premier, c'est le premier. Et en effet, il y a eu des délais trop longs, des coûts qui ont dérapé. Simplement, dès lors que cette technique sera maîtrisée, dès lors qu'on pourra l'industrialiser, ça nous garantit quelques milliers d'années d'énergie décarbonée. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'aujourd'hui, au moment où on parle, sur la base d'ailleurs des rapports du GIEC, la priorité des priorités, c'est la réduction des gaz à effet de serre. Moi, j'ai écouté hier soir le président de la République et j'ai trouvé au fond que sa politique sur 2 pieds était plutôt la bonne. On maintient le nucléaire parce que c'est un outil d'indépendance, parce qu'il n'y a pas de risque de blackout, contrairement à ce que dit Mme Pompili, ce qu'ajoute M. Mélenchon, mais il y a un risque de pénurie. En revanche, parce que la consommation électrique va augmenter, donc on consolide la filière nucléaire, quitte à y remettre un petit peu d'argent. Et puis de l'autre côté, on développe les renouvelables. Moi, je suis à fond pour les renouvelables. Simplement, j'observe qu'il y a une impasse technique.
On veut du pilotable. Aujourd'hui, vous le savez comme moi, c'est un raisonnement d'économiste, c'est la demande qui donne le signal prix et c'est la demande qui commande le marché dans le domaine de l'électricité. C'est-à-dire qu'on aura l'air malin, si vous voulez, le jour où on ne sera pas capable de produire parce qu'il n'y a pas de vent, comme c'est le cas depuis 9 semaines en Europe, ou pas de soleil, comme c'est le cas en Vous êtes pour les deux. Vous êtes Moi, pour les je deux. suis favorable à des politiques d'équilibre. Et le reproche, au fond, que je vous fais, c'est aussi une de vos qualités, c'est ce que vous avez montré dans le débat, dans les débats que vous avez tenus, y compris ici, c'est qu'il y a une forme de radicalité. Donc vous allez au bout, c'est vrai, vous allez au bout, vous êtes entière et vous avez des idées qui se défendent, toutes les idées ont de la valeur. Simplement, le modèle qui est le vôtre est aussi un modèle sans retour. C'est-à-dire que c'est un fusil à tirer une fois. Moi, je suis favorable à une idée simple que vous allez partager. Ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier. Réponse de Sandrine Je pense que Rousseau. c'est de l'avoir fait Réponse pour le de Sandrine diesel, Rousseau. pour le nucléaire et pour beaucoup d'autres sujets que nous sommes aujourd'hui dans l'impasse. Non, mais typiquement, le nucléaire, aujourd'hui, aucun EPR ne fonctionne réellement. Il y en a un en Chine, voilà, et il y en a un autre qui a été fermé, et Sud-Flamanville n'est toujours pas en marche. Donc ça veut dire que si on mise sur les EPR, il faut miser sur 10 à 20 ans. C'est-à-dire que ça sera efficace que dans 10 à 20 ans. Or, on doit agir avant 2050, et on est en 2021. Donc ça veut dire qu'il nous faut agir maintenant. Et donc tous les milliards que l'on passe dans ces EPR, dont on n'est toujours pas sûr qu'ils fonctionnent. Enfin, je rappelle qu'on est toujours pas sûr. C'est pas une qu'ils technologie fonctionnent. fondamentalement nouvelle, l'EPR, en même temps. Ça ne fonctionne pas de fait. Donc je veux dire, on est en train de mettre des milliards dans une technologie qui ne fonctionne pas, qui est extrêmement chère et qui n'agit pas, surtout tout de suite. Donc en fait, pour moi, c'est vraiment révélateur d'une forme d'enfermement dans un modèle technologique. Et ça, c'est un des défis que l'on a à affronter, qui est que oui, nous avons conçu notre croissance, nous avons conçu notre société sur un certain modèle, alors un modèle énergétique, un modèle de consommation, un modèle de production, et ça crée des sentiers de dépendance. C'est-à-dire qu'en fait, ça n'est pas facile de changer, y compris dans les imaginaires, notre manière de vivre. Mais c'est précisément le défi qui est le nôtre aujourd'hui. Comment on reconstruit une société qui protège les plus faibles, qui fasse en sorte que l'on émette beaucoup moins de CO2 et qui fasse que, à chaque instant, en fait, les décisions que l'on prend nous préserve, nous et les générations futures. Aujourd'hui, le nucléaire ne fait pas partie de cette solution-là, en fait. Une dernière question. Pardon, on arrive au terme de ce débat. Une dernière question, Sandrine Rousseau, parce que ça revient souvent dans le livre de Pascal, la différence entre les Verts français et les Verts allemands. Oui. Qui, eux, ont la culture de l'entreprise, ont la culture du compromis politique, ont la culture du gouvernement. Est-ce que les Verts français ont quelque chose à apprendre des Verts allemands ? Mais ça, c'est déjà un peu un mythe parce que les Verts allemands, on l'a vu là d'ailleurs dans la campagne, ont été attaqués, notamment sur leur conception du progrès et ont fait preuve vraiment ont été la cible de très nombreuses attaques et notamment de la droite allemande. Donc je pense qu'on surestime un peu le côté centriste des Verts allemands. Ils gouvernent avec et puis la droite par ailleurs, il y a un dernier argument dont on n'a pas parlé et qui me semble aussi très important, c'est que dans le livre, il est noté partout que si les Verts prônent l'écologie, la transformation, c'est parce que nous aurions peur. Et ça, je voudrais juste dire que parmi les arguments pour disqualifier un adversaire politique, eh bien, le fait de le renvoyer à une forme d'affect, qui est la peur, qui est en partie irrationnelle et qui est ingérable, eh bien, ça nous renvoie hors du champ politique. Et moi, je vous dis aujourd'hui que les écologistes sont au cœur du champ politique. Et c'est peut-être finalement ce qui, à vous fait peur. Et j'espère bien que nous le resterons et que nous le resterons jusqu'à la présidentielle 2022. Un mot de conclusion rapide, Pascal. Ne me faites pas peur, mais manifestement, vous ne séduisez pas non plus les Français. La deuxième chose, j'ai parlé de l'heuristique de la peur. C'est-à-dire qu'il y a une étude philosophique sur qui sont les inspirateurs des écologistes. Ellul, Charbonneau, Ivan Illich, et notamment le philosophe allemand Hans Jonas, qui a écrit Moi, j'adore Hans Jonas, par exemple. sur l'heuristique de la peur, qui dit « La peur peut être utile si elle permet de prédire les catastrophes futures. La peur fonctionne avec la responsabilité, pas nécessairement pour le passé, mais aussi pour l'avenir. » Je dis que vous jouez sur les peurs, sur l'alimentation, sur l'énergie. C'est vous qui, en réalité, utilisez... c'est que vous l'avez mal lu, pardon. Vous l'avez mal lu. Un mot de conclusion, Pascal. Bon, écoutez, moi, je pense une fois encore qu'il faut faire confiance au génie humain. Dans toutes les circonstances historiques où l'humanité a rencontré des difficultés, et nous sommes incontestablement face à une difficulté qui est d'une ampleur probablement inégalée. Enfin, c'est un vrai changement. Je dis en même temps, et je parle beaucoup des écologistes français, qu'il vous serait plus utile d'aller manifester devant l'ambassade de Chine ou devant l'ambassade des États-Unis, parce qu'en France,
par notre comportement, grâce à notre politique énergétique, grâce à la maîtrise de l'agriculture, qui est une agriculture 4.0 aujourd'hui, nous sommes les meilleurs élèves du monde, Madame Merci, Rousseau. merci. Non, alors ça, merci. juste, je ne peux pas laisser dire ça, c'est totalement faux. Et nous mais avons un c'est la effort à réalité faire et pourtant. l'Europe représente 11% des émissions de carbone du monde. Qui Nous est avons très donc peu. notre chemin à faire. La Nous avons France, aussi à Madame nous Rousseau, affronter. la France. Nous avons à nous affronter à notre responsabilité dans ce réchauffement Merci climatique. Sandrine de la Rousseau, population, 2% merci des Pascal, merci. Merci d'avoir échangé courtoisement, Oui. sereinement. Merci à vous deux. Je rappelle le titre de votre livre, Pascal, Le Péril vert, aux éditions de l'Archipel.